Bonjour à tous, je m'appelle Félix Huot, je suis étudiant à la maîtrise en sciences animales à l'Université Laval. Préparez-vous, aujourd'hui, je vous amène directement dans la production laitière de précision. Imaginez d'abord qu'on pourrait utiliser l'analyse du lait des vaches pour faire un bilan de santé des animaux. Eh bien, en principe, c'est quelque chose qui se fait déjà sur nos fermes laitières, notamment pour prédire l'acétonymie des vaches laitières ou même pour confirmer la gestation des animaux. Mon projet de maîtrise vise donc à mettre au point un nouvel outil de diagnostic grâce à l'analyse du lait des vaches. Ce qu'on cherche à faire, en fait, c'est de prédire l'acidose ruminale subclinique grâce au profil en acide gras du lait. Mais qu'est-ce que l'acidose ruminale subclinique? Eh bien, il faut savoir que c'est un désordre nutritionnel qui est très important sur les entreprises laitières modernes. Ça arrive lorsqu'il y a un déséquilibre entre les fibres efficaces et les aliments riches en énergie dans les rations des vaches. Ça va amener une baisse du pH et de multiples conséquences, notamment des baisses de production et des baisses d'efficacité alimentaire. Mais l'acidose ruminale subclinique est très difficile à diagnostiquer sur les fermes et c'est pourquoi c'est intéressant de mettre de l'énergie à développer un outil pour y arriver. Donc, pour notamment développer cet outil, il fallait d'abord récolter des échantillons de lait sur des animaux pour étudier le profil en acide gras du lait et de notre part, en même temps, mesurer ce qui se passait dans le rumen. Donc, on a sélectionné 110 vaches sur 10 fermes commerciales pour lesquelles on a récolté aux 2 semaines des échantillons de lait qu'on a analysés par spectroscopie infrarouge au laboratoire de la Canette pour en extraire le profil en acide gras. En même temps, ces vaches-là ont reçu un bolus Maxtex, donc un capteur qu'on insérait dans leur bouche et qui allait se loger dans leur rumen. Ce capteur-là, une fois en place, eh bien, il nous envoyait des données en temps réel, des lectures de pH aux 10 minutes pendant 150 jours, directement sur nos ordinateurs. Et bien, l'analyse de ces données de pH-là nous ont permis de faire une foule de constats. Notamment, on a constaté que le pH ruminal était très variable entre les animaux, beaucoup plus qu'anticipé. On a aussi remarqué que le pH variait énormément au courant de la journée et variait d'une manière différente pour chacune des vaches. On a ensuite constaté que cette variation-là au courant de la journée était modulée par les effets de régie des fermes. Aussi, on a pu faire le lien entre l'évolution du pH et l'évolution des jours en lait pour chacune des vaches. Et on a constaté que le pH ruminal moyen augmentait graduellement dans les premiers jours en lait des animaux. Ensuite, et puis c'est l'étape sur laquelle on travaille présentement, eh bien, c'est de prédire le pH ruminal et l'acidose grâce au profil en acide gras du lait. Et pour y arriver, eh bien, on a recours à l'intelligence artificielle. Présentement, on a déjà des corrélations intéressantes entre le pH qu'on a prédit grâce au profil en acide gras du lait et le pH qu'on a mesuré en même temps avec le bolus. Donc, à la question, est-il possible de prédire l'acidose ruminale subclinique par le profil en acide gras du lait? Eh bien, je vous dis qu'on est sur une piste très intéressante, mais qu'il reste encore beaucoup de boulot et beaucoup de plaisir à avoir avant d'arriver à un outil qui va être utilisable sur nos fermes. Alors, on se dit à un avenir rapproché pour les résultats de cette étude. Merci. Les lisernes plus digestibles sont-elles vraiment toutes? Premièrement, pourquoi améliorer la digestibilité de la luzerne? Il a déjà été établi que l'amélioration d'une unité de pourcentage de la digestibilité de la fibre permet une augmentation de la production laitière de 0,23 kg par jour par vache. De plus, l'augmentation de la digestibilité de la fibre de la luzerne aurait aussi le potentiel d'offrir une plus grande flexibilité sur le moment de récolte. Donc, un retard d'environ une semaine dans la récolte de ce type de luzerne pourrait permettre d'augmenter le rendement sans trop affecter la qualité du fourrage. Mais qu'est-ce qui limite la digestibilité de la luzerne? C'est principalement la lignine, qui est un composé indigestible. Comment valider si les luzernes plus digestibles sont vraiment toutes? Donc, on a comparé 6 cultivars de luzerne plus digestibles à 2 cultivars témoins sous les conditions du Québec. Ils étaient soit récoltés au stade début bouton, correspondant à 4 coupes pendant la saison, ou au stade début floraison, correspondant à 3 coupes pendant la saison. Parmi les 6 cultivars plus digestibles, 2 étaient génétiquement modifiés pour une teneur réduite en lignine, 4 étaient issus de la sélection génétique conventionnelle, dont 2 sélectionnés pour une teneur réduite en lignine, 1 sélectionné pour une teneur élevée en pectine et 1 sélectionné pour une digestibilité enzymatique améliorée de la tige. Donc, à la question, est-ce que les luzernes plus digestibles sont vraiment toutes? Donc, lorsque tous les cultivars étaient récoltés au même moment, la réponse est non. Les 2 cultivars OGM seulement avaient une digestibilité de la fibre qui était supérieure de 4,7 unités de pourcentage comparée à celle des témoins. Les 4 cultivars issus de la sélection conventionnelle avaient une digestibilité qui était en fait similaire à celle des cultivars témoins. Donc, les OGM sont plus digestibles, mais qu'en est-il de leur rendement? Donc, les OGM avaient en fait un rendement qui était similaire à celui des cultivars témoins. Maintenant,
Est-ce que les cultivars plus digestibles permettent une plus grande flexibilité quant au moment de récolte? La réponse est oui. Donc, on a comparé les cultivars OGM récoltés au stade début floraison aux cultivars témoins récoltés au stade début bouton. Ainsi, les cultivars OGM étaient récoltés en moyenne 7 jours plus tard. Ils ont aussi été récoltés donc une fois de moins par année et ils produisaient un rendement d'1 tonne à l'hectare supérieur par saison. Ils avaient aussi une digestibilité de la fibre qui était similaire aux cultivars témoins récoltés plus tôt. Par contre, les cultivars OGM récoltés plus tard avaient une teneur en protéines brutes qui était plus faible, donc de 3,1 unités de pourcentage, et des teneurs en fibres plus élevées, de 5,6 unités de pourcentage. Donc, utiliser les cultivars de luzerne OGM peut permettre d'accroître la digestibilité de la ration fourragère et ainsi potentiellement améliorer l'efficacité alimentaire des vaches laitières. Ils peuvent aussi être utilisés afin de permettre une plus grande flexibilité sur le moment de récolte. Donc, la luzerne OGM présente de nombreux avantages sur le plan agronomique, mais son usage fait l'objet de nombreuses controverses. Merci. Producing milk is the vocational aptitude of dairy cows. Their 9 to 5 consists of transforming forages and concentrates into milk, which is an important source of nutrients for humans. Milk production is a very natural occupation for cows, and they can build a long career by doing it. Unfortunately, this is not what we see today in most high milk producing countries. In Canada, for example, the average Holstein cow has the genetic potential to live for 8.5 years, and yet, after growing for 2 years, her career is usually cut short, and she retires after producing milk for just about 3 years. Here we can notice two things. First, cows remain in the herd for 5 years, which is substantially shorter than their potential. And second, the rearing period alone represents 40% of the life of a dairy cow. And yet, most of the research on cow longevity completely overlooks the rearing period, focusing instead only on cows that are already part of the working force. This could be because studying longevity requires collecting data over a long period of time, making it hard to fit within usual research timeframes. But what about pre-recorded dairy herd improvement data, DHI? Some of it starting as far back as more than 20 years ago. Also, we now have in our toolkit machine learning techniques coming from the artificial intelligence realm. These techniques could be very efficiently adapted for our DHI data. The combination of these powerful tools and this rich data source are what my research draws upon to study cow longevity. Combining DHI data with welfare outcomes and management practices, the objectives of my research are, first, to study the effect of cow's condition while she is pregnant on her offspring longevity, profitability, and productivity. Second, to evaluate the effect of early life management practices on those same measures. And third, to study the relationship between productive cow's welfare outcomes with her performance and longevity metrics. To achieve these objectives, I am adapting machine learning tools such as artificial neural networks and random forests to our cow and herd data. By focusing on a diverse set of outcomes, this research will put a dollar value on adopting the best management practices to improve both welfare and longevity. It will also discover early life indicators to help dairy farmers in identifying cows that will have a long and successful career.